Est-ce que ta famille sait combien tu gagnes? Oui, mais je pense que ma famille me considère comme un plouc qui gagne pas assez d'argent. Quand t'as une personne qui sort un peu de la classe sociale dont elle est issue, je pense qu'il y a une forme de trahison familiale quelque part. Ils sont plus du même monde en fait. D'un point de vue purement cartésien, qu'est-ce que risque concrètement le fils à prendre ce crédit? Je suis peut-être horrible de dire ça. On est clairement dans une situation où il y a manipulation, emprise. Sur mon public, j'ai 99% de mecs, donc je suis pas surpris que sa femme ou sa mère ou ses cousines s'intéressent peu à l'investissement. Donc je sais que c'est pas forcément la réponse que les gens attendraient, mais... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a avec nous un invité spécial. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe est créateur de contenu financier sur la chaîne Crésus. Oui. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble des témoignages de personnes qui sont en difficulté à cause de leur famille. Est-ce que toi, Aurore, tu as des difficultés financières avec ta famille ou pas tant que ça? J'ai connu des disputes familiales à cause de l'argent de manière indirecte. Ah. Pas toi? Moi aussi, oui. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Donc on va avoir une discussion très intéressante. On sortait le popcorn, je pense qu'il va y avoir certains apprentissages. Mon père veut que je prenne un prêt étudiant pour rembourser sa dette professionnelle. Dois-je accepter ou refuser? J'ai 19 ans, j'habite chez mon père et je suis en train de faire mes études. Mon père a 25 000 € de dettes professionnelles qui ont été engendrées à cause de l'erreur de son comptable. Du coup, là on est très mal, il a des saisies sur salaire, on lui prend 600 € à chaque fois. Vivre comme ça, c'est vraiment compliqué, même si on n'habite que tous les deux. Malheureusement pour moi, un ami de mon père lui a conseillé de me faire prendre un crédit étudiant de 20 000 € pour qu'il puisse rembourser une partie de sa dette. Puis, il me remboursera à son tour le prêt sur 6 à 10 ans. Sauf que personnellement, je n'ai aucune envie de commencer ma vie d'adulte en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je sais que mon père me remboursera. On espère. On espère pour toi. Imaginez, on a une grosse dispute et il décide de ne plus payer. C'est moi qui serai très mal, car tout sera à mon nom. Le souci, c'est que mon père me culpabilise en me disant des choses du genre « Tu vis sous mon toit, donc tu es autant que moi dans cette galère. Ce serait égoïste de ta part de refuser parce que si je coule, tu coules aussi. » Je sais qu'il me dit ça parce qu'il a peur et parce qu'il n'est pas bien, mais ça me met tellement la pression et j'ai l'impression que je suis une horrible personne. Déménager de chez lui n'est pas une option, je suis malade, j'ai une maladie chronique et c'est lui qui m'accompagne à mes rendez-vous médicaux hors de la ville. Et prendre un appartement n'est pas possible maintenant pour moi à cause de mon état de santé. Je ne sais vraiment pas quoi faire, je suis perdue. Alors... je trouve que la situation est assez difficile. Après, la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est on est en France. Donc, la réglementation financière va être plus light qu'aux États-Unis. Je sais que je vais inciter quelqu'un à faire un crime, mais est-ce que vraiment un étudiant de 21 ans avec une maladie chronique, incapable vraiment de travailler de manière indépendante et autonome, est-ce que s'il prend un crédit et que même s'il n'arrive pas à le rembourser, est-ce qu'il peut pas juste aller voir la Banque de France ou je sais plus exactement qui c'est, déclarer faillite ou déclarer une renégociation de crédit et voir le crédit plus ou moins s'envoler assez vite. Je pense qu'en France, honnêtement, il y a relativement peu de risques autour de ça. Donc je sais que c'est pas forcément la réponse que les gens attendraient, mais toi, à sa place, tu le je ferais? pense que je l'aurais fait à cause de ça. C'est-à-dire... En partant du principe que de toute façon, ta dette serait épongée. étudiant avec une maladie chronique, je veux dire, je vois pas l'État français te dire... ok, faut que tu rembourses absolument coûte que coûte. Il y a des situations, enfin c'est comme ça, il y a des situations dans lesquelles des gens qui sont pas en capacité de rembourser, voient leur dette annulée. Il y a un tribunal qui le fait. Je sais plus quel tribunal c'est exactement. On le mettra peut-être en description de la vidéo. Mais ça se fait. Alors c'est un crime, mais je pense que faire un prêt en sachant qu'on va l'annuler, c'est probablement un peu illégal. Et faire un prêt au nom de son père, etc., bon, c'est aussi illégal. Mais je sais pas, cette situation, ce contexte financier français me fait dire que... Mais toi, t'y vas. Y a rien qui te choque dans la manière dont le père présente la situation, le fait que ce soit une erreur de son comptable, bon ça, impossible pour nous de le vérifier, le fait qu'il culpabilise son fils de cette manière, enfin... y a rien qui le choque là-dedans. C'est mal, mais après je me dis, voilà, c'est la détresse financière. Quand t'es dans une situation très compliquée, tu trouves les situations que tu peux trouver. Pour moi, c'est de la solidarité familiale, ça peut aller dans les deux sens. Oui, évidemment, c'est mal ce que fait son père. Oui, il y a une notion de solidarité familiale. Avant toute chose, enfin c'est le fils et le fait que le père ait présenté ça en mode je te nourris, tu es logé, blanchi grâce à moi. Enfin c'est pas une faveur en fait. En France, enfin c'est dans la loi. En tant que parent, t'es censé accompagner et soutenir ton enfant. Et d'ailleurs, au-delà de la majorité, tant qu'il n'est pas autonome financièrement. Déjà, il y a beaucoup de pères en France ou même de parents en France qui font pas ce qui est dans la loi. Hein. C'est très courant. Il faut pas sous-estimer ça. Et il y a plein de parents qui ne donnent pas leur pension alimentaire, par exemple. C'est je crois des proportions importantes. En fait, d'un point de vue purement cartésien, qu'est-ce que risque concrètement le fils à prendre ce crédit? Alors, je suis peut-être horrible de dire ça, hein, mais je vois pas un jury vraiment le condamner. Risque financier, de toute façon il a pas d'argent, donc je veux dire qu'est-ce qu'il peut perdre concrètement. Et donc toi tu ferais ça pour préserver ou sauver entre guillemets la relation familiale. Même parce que imaginons il se brouille avec son père de manière très forte, il a plus à perdre par ça, d'avoir plus quelqu'un qui s'occupe de lui ou qui peut l'accompagner à ses rendez-vous médicaux.
que il risque d'avoir des huissiers qui vraiment le pourchassent, d'autant plus que son père peut quand même le rembourser. Moi, je crois son père dans le fait de dire effectivement il peut le rembourser partiellement ou totalement, oui. Alors moi, je suis pas hyper d'accord avec ta solution, ne serait-ce que Mais parce que d'un point de vue légal, je pense que c'est très controversé. limite, voire complètement au-delà de la limite. Ceci dit, un conflit familial autour de l'argent, ça peut aller très très loin. Et en termes de santé mentale, ça peut faire des dégâts terribles pendant des années et des années. Et là, on parle en plus d'une personne qui, à la base, est déjà malade. Santé fragile, ouais. Donc, effectivement, s'il y a une solution pour apaiser un peu la situation, il faut la saisir. Moi, je commencerai par une discussion ouverte, évidemment. Mais je sauterai pas, comme toi, directement à la solution qui consisterait à dire « Ok, on y va » et je pars du principe que de toute façon, même en cas de problème, je pourrais effacer ma dette. La solution est controversée. Et t'as pu lire les commentaires du post? Mais la majorité des commentaires, en fait, conseillent à cette personne, et je suis d'accord avec eux, de dire un non ferme au père en lui expliquant que c'est sa dette professionnelle. Lui-même va compromettre sa capacité d'emprunt futur. Et ce jeune homme, il a 21 ans, il a 19 ans. Il a 19 ans aujourd'hui. Si dans quelques années, il veut contracter un emprunt immobilier et qu'il n'a pas fini de rembourser son emprunt étudiant, ça peut compromettre ses projets. Notre fille de 6 ans devient obsédée par l'argent. Je ne sais même pas par où commencer. Elle se plaint presque tous les jours de ne pas avoir assez d'argent. Elle veut acheter des bijoux, du maquillage, de jolis vêtements, des chaussures. Elle dit souvent qu'elle veut être comme sa maman. Elle pense que sa mère et moi avons de l'argent à volonté et qu'on peut tout s'acheter. Elle parle tout le temps de vouloir gagner de l'argent en vendant des choses. On a essayé d'en faire une occasion d'apprentissage, mais ça a été un désastre. Par exemple, elle voulait vendre un caillou qu'elle avait trouvé dans un pot de fleurs pour 15 €. Ah bah ça se régale, hein. Pas mal le business. Peut-être faire une IPO du business pour le mettre en bourse. On a essayé de la guider vers quelque chose de plus raisonnable, puis quand ça n'a pas marché, de discuter avec elle de ce qu'on pourrait faire la prochaine fois. Ça a fini en crise avec des pleurs et des hurlements. Elle voulait juste plus d'argent. Ah bah Maline, hein. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Contrairement à ce qu'elle croit, ma femme et moi sommes très attentifs à notre budget. On achète en friperie. On n'est pas pauvre, mais loin d'être riche aussi. On se refuse souvent des choses qu'on aimerait. Ma femme ne porte même pas de maquillage, ni beaucoup de bijoux, ni de chaussures de luxe, donc je ne comprends pas d'où elle tire tout ça. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ouais, TikTok, ça fait des ravages. Et aujourd'hui, ça a vraiment explosé. On était au centre commercial et en rentrant, ma femme s'est rendue compte qu'elle n'avait plus son portefeuille. Oula, tu la vois venir celle-là? On est actuellement en voyage à l'étranger, donc perdre son portefeuille, c'est vraiment stressant. Notre fille prend et cache des choses assez souvent, donc on lui a demandé. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas pris. On lui a dit que si elle l'avait pris et le rendrait, il n'y aurait aucune conséquence. Ça, c'est une technique de policier. Ouais, bah après, là, c'était tellement dans l'urgence que je comprends. Hein. Ma femme en avait les larmes aux yeux. On a suspendu nos cartes bancaires. J'étais prêt à passer la soirée entière à retourner au centre pour chercher. Bien sûr, plus tard, on a fouillé la chambre de ma fille et on a retrouvé le portefeuille. Il a peut-être dû commencer par ça quand même. Et quand on a essayé de lui expliquer à quel point c'était grave, à quel point ça avait rendu sa maman triste, tout ce qu'elle a su répondre c'est « Mais vous avez de l'argent ? Moi j'ai que 4 €. » Aucune empathie. Aucun « je suis désolée », juste « j'ai besoin de plus d'argent ». Je sais pas à partir de quel âge les enfants commencent à développer de l'empathie. Là, c'est pas tant de l'empathie, c'est plus un problème de réalisation de pourquoi c'est important de perdre son portefeuille ou pas. Pour moi, ça... Peut-être qu'elle réalise pas effectivement ce que c'est réellement l'argent et en même temps, elle veut acheter des choses. Tu développes de l'empathie à 1 an ou 2 ans. Hein. Je ne comprends pas où on s'est trompé. J'ai l'impression d'avoir complètement échoué. Mais pas du tout de la façon à laquelle je me serais attendue. Je suis preneur de tout conseil, retour d'expérience ou suggestions. Merci. Je sais pas si c'est si bizarre que ça. Parce que c'est aussi peut-être une question d'époque. Hein. Je pense que, comme le disaient les commentaires, il y a pas mal de... Aujourd'hui, l'argent a pris une place tellement centrale que même les petits qui comprennent pas très bien ce qui se passe peuvent être un peu déboussolés. Moi, ce que je te conseille, c'est de lui ouvrir une assurance vie chez Goodvest, par exemple. Comme ça, dès ses 6 ans, elle pourra capitaliser progressivement. Puis grâce aux intérêts composés, tac, 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 tac. Mais tu sais quoi, tu rigoles, mais ça pourrait être une super bonne opportunité super solution, de lui dire, en fait, l'argent, ça vient pas tout seul. Ça vient avec le travail et le temps et l'investissement. Voilà. Et donc, ça pourrait régler les problèmes. Toi, tu m'as dit que du coup, t'as vu de l'argent de poche quand t'étais petite et que ça t'avait peut-être aidé à gérer de l'argent ou t'as l'impression que pas tant que ça? Moi, j'ai eu de l'argent de poche, je pense que c'était à partir de 7 ou 8 ans. Ce qui est tôt, hein, ça me paraît vraiment tôt, non? Ce qui est assez tôt, et je pense pas que je pense que ça m'a un peu aidé à comprendre la valeur de l'argent, mais je suis pas sûre que si j'en avais pas eu, ça aurait vraiment changé quelque chose. Tu sais, moi pendant longtemps j'étais un panier percé. Hein. Ah, honnêtement, j'en ai pas eu jusqu'au moment où j'ai eu besoin de dépenser de l'argent pour genre déjeuner au collège ou je sais pas quoi. Et j'ai pas l'impression que ça m'a impacté tant que ça. Parce que, en fait, le problème pour moi, c'est que quand t'as 6 ans ou 7 ans que tu donnes de l'argent à un enfant, il va juste acheter des bonbons ou des sucreries, donc il y a pas de... Ouais, je sais pas si c'est vraiment la meilleure solution. Mais je pense que tu peux déceler des choses, par contre. Typiquement, avec mon frère, on était très différents. Lui, on était vraiment la cigale et la fourmi. Et je pense qu'en tant que parent, tu peux, grâce à l'argent de poche, comprendre un peu quels sont les premiers réflexes vis-à-vis de l'argent de ton enfant
et du coup essayer d'inculquer certaines notions. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas de profil cigale ou fourmi déterminé. Je pense que ça dépend des conditions que t'as connues. Il y avait cette fameuse histoire de tous les gens qui ont connu la guerre sont toujours très radins. Moi, j'avais des arrière-grands-parents qui avaient très très bien réussi au fur et à mesure de leur vie, mais à 90 ans, ils continuaient à prendre des petits coupons de réduction au supermarché. J'avais mon arrière-grand-mère qui était là, qui faisait des petits trucs, qui avait son petit, son petit portefeuille avec tous les petits carnets. Il n'y a pas de petites économies. Et sur la soupe, elle prenait des petits trucs de soupe et elle faisait les petites économies 2 pour 1, machin truc, alors que bon, elle aurait pu franchement acheter de la soupe sans trop regarder les prix. Pour moi, c'est plus une question d'éducation et de comment la vie se passe, quoi, globalement, de savoir si t'es plutôt radin ou plutôt dépensier. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'après le témoignage, le comportement et les idées de cette petite fille n'ont absolument rien à voir avec le train de vie réel de ses parents. Ceci dit, aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas ce qu'elle peut voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à la télé. Les enfants sont quand même énormément exposés à la publicité malgré nous, quoi. Je pense, je sais pas, je suis pas du tout parent, donc j'en sais rien, mais je pense qu'avec une bonne explication, tu peux peut-être lui dire, écoute, on va t'ouvrir un petit compte, mais ça sera pour plus tard, pour l'instant c'est trop petite pour l'utiliser, et tu lui dis qu'elle a de l'argent, et tu lui mens un peu, c'est pas grave, tu lui fais un mensonge, machin, tu lui dis, écoute, non, on ne ment pas à son enfant. Un compte dans lequel on met de l'épargne tous les ans, et quand tu auras 18 ans, tu auras accès, tu pourras l'utiliser comme tu veux, et j'espère que ça pourra la rassurer, quoi. Je pense que ça peut la rassurer parce que effectivement, ça peut être peut-être qu'à la source de tout ça, il y a une espèce d'inquiétude, d'inquiétude vis-à-vis Après, si de elle a envie l'argent. d'acheter du maquillage et des chaussures, je sais pas si c'est pas de l'inquiétude, c'est vrai. C'est plus de la dépense. Bah ouais, bah écoute. Peut-être qu'il était trop jeune aussi. Pour après, 6 ans, ça me paraît vraiment être un bébé, quoi. Ouais, je trouve que 6 ans pour de l'argent de poche, c'est vraiment tôt. Non, ça puisse à peine compte. Il faut évidemment pas lui en donner, mais c'est plus, ouais, je comprends pourquoi est-ce que, dès 6 ans. Bah, à 6 ans, t'apprends à compter déjà. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ça s'appelle lire. Hein. Mais c'est ça, je pense, dans l'ordre, t'apprends à lire, à compter, et après, quand tu sais compter. Tu feras comment avec tes enfants, toi? Pas d'enfants? Alors, moi, j'aurai des enfants, et je pense que je leur donnerai de l'argent de poche, mais plus tard que ça. Ouais. Pour moi, en vrai, avant le moment où t'as un peu besoin de dépenser de l'argent, ça sert pas à grand chose. Donc, ouais. J'avais 13-14 ans, voilà. Donc 6 ans. 13-14 ans? Bah, au moins, à partir du moment où, quand t'as besoin de dépenser de l'argent parce que t'as des affaires de classe que tu vas acheter tout seul, parfois tu déjeunes un peu dehors avec tes copains et donc t'as besoin d'argent. Pour moi, c'est à partir du moment où vraiment voilà, tu commences à être indépendant que t'as besoin un peu d'argent et donc. Mais tu sais qu'à 13-14 ans, je crois que j'ai vu c'est la moitié des enfants qui ont déjà de l'argent de poche. Hein. Ouais, bah pour moi, c'est un bon âge. Avant, genre, pour moi, à 9 ans ou 10 ans, quand t'es pas indépendant, que t'es quand même très dépendant de tes parents, ça a pas de sens. Mais... Ouais, je pense que ça dépend aussi de la personnalité et de l'intérêt de l'enfant. T'en as qui doivent réclamer. Mais moi, j'aimais bien l'argent, mais ouais, je trouvais ça hors de propos d'en avoir. Je pense que certains d'entre vous vont probablement se reconnaître dans le témoignage suivant. Je regrette d'avoir dit à ma famille combien je gagne. Est-ce que ta famille sait combien tu gagnes? Oui, mais je pense que ma famille me considère comme un plouc qui gagne pas assez d'argent. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est plutôt ça. Depuis quelques années, mon partenaire et moi avons eu beaucoup de chance financièrement. On a décroché de bons postes, on peut dire qu'on est aisé. Et quand on a commencé à vraiment bien gagner notre vie, j'ai eu envie de le partager avec ma mère, de lui faire part de notre enthousiasme. Et mon Dieu, mais comme je regrette. Toute la dynamique familiale a changé. On gagne environ 10 fois le revenu moyen d'une famille dans mon pays. C'est énorme. Je sais qu'on est chanceux et on partage ce qu'on a avec nos proches. On paye toujours quand on sort en groupe, on fait des cadeaux coûteux, on paye leurs vacances, et pas les moins chers. On prend en charge les soins médicaux et l'aide à domicile de ma grand-mère. J'envoie une petite somme à mes parents chaque mois. On a payé leurs réparations, les frais vétérinaires, toutes les dépenses imprévues dont ils parlaient. Et tout ça, je l'ai fait de bon cœur. Ce qui est quand même sympa, parce qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas fait autant. Ouais. Ce qui est quand même très très sympa, effectivement. Mais dernièrement, je sens que du ressentiment commence à monter en moi. Ils empruntent de l'argent sans jamais proposer de rembourser. Bah c'est pas un emprunt du coup. Ouais, c'est pas un emprunt. Et ce n'est plus seulement eux. Ça s'est étendu à mes frères et sœurs, à mes amis. Ils vont commencer à demander des avances. Par exemple, si j'envoie normalement de l'argent au début du mois, ils vont me demander 2-3 semaines en avance si je peux leur verser l'argent du mois prochain. Et c'est pas une machine à sous en fait. Non, mais en fait, pour moi, il y a une grande différence entre vraiment pour le coup amis et famille, c'est-à-dire un ami qui commence à te considérer comme un automatique, là, c'est... Tu peux avoir des amis que tu considères comme des frères et sœurs et que tu vas être prêt à aider financièrement s'ils sont en difficulté. Ouais, c'est pas moi, des amis au sens large. C'est des exceptions. Je suis quand même dubitatif sur ça. Ouais, enfin, c'est vraiment en cas d'urgence, quoi. Ouais, c'est ça, si la personne est vraiment mal. Tu vas jamais donner, par exemple, 300 euros par mois à un ami parce que... Il aille au resto plus souvent. Ouais, mais non, mais même pas pour qu'il aille au resto, mais même pour payer son loyer, pour moi, je trouve ça tu vois, c'est pas un truc qui se fait, mais ouais, je sais même pas si en loi française, tu vois, t'as tellement le droit de faire ça, tu vois. Une pension alimentaire à des potes, ça n'existe pas. Mais si je le fais et que je ne renvoie rien le mois suivant, ils deviennent froids, agacés.
même s'ils ne vont rien dire directement. Non mais là c'est terrible. Pourtant, on a 2 prêts immobiliers, un autre gros crédit à rembourser, des travaux de rénovation à finir et 0 épargne après l'achat de notre maison et plusieurs grands voyages. Je veux reconstituer nos économies, rembourser nos prêts, finir les travaux. Je sais qu'à leurs yeux on est riche. Et je ne vais pas prétendre qu'on ne vit pas dans un certain confort. Mais je ne suis pas non plus assise sur un tas d'or comme un dragon. Bah non, effectivement, si t'as pas d'épargne... Le taux d'épargne ne doit pas être faramineux, des dépenses affichées. Il y a 3 semaines, j'ai envoyé de l'argent pour des dépenses courantes. Il y a 2 semaines, j'ai payé la facture du vétérinaire. La semaine dernière, j'ai envoyé de l'argent pour Noël. Et maintenant, il me demande de l'argent pour acheter des chaussures d'hiver. Et je comprends, c'est un vrai besoin. Mais malgré tout, j'ai senti une vraie frustration. J'ai l'impression que plus je donne, plus ils prennent. Mais c'est pas qu'une impression là. La gratitude a disparu. Tout ce que je reçois maintenant, ce sont des messages et du passif agressif quand je n'envoie rien. Après, il y a juste un truc qui m'a un peu titillé sur le témoignage, c'est oui, je gagne un salaire équivalent à 10 fois le salaire moyen de mon pays. Parce que ça veut dire que si sa famille est dans un pays dans lequel il y a très très peu d'opportunités d'emploi, de développement économique et tout, ceci explique peut-être cela, tu vois. Je pense que... parce qu'évidemment, en fait, dans un référentiel purement français, c'est honteux. C'est inadmissible. Mais tu vois, si en gros, je sais pas, je pense à un truc, mais voilà, tes frères et sœurs habitent en Philippines ou... même tu vois dans le Maghreb ou un truc comme ça, dans le truc il y a pas beaucoup d'opportunités économiques ou c'est n'importe quel pays un peu pauvre et bon tes parents c'est un peu la dèche, toi tu gagnes un salaire français et bon sur le référentiel français, ça se justifie plus, tu vois, puis même, et même culturellement il y a un côté où ça se fait plus, tu vois, il y a pas mal de gens qui envoient leur salaire, une partie de leur salaire mais moi je trouve ça génial d'aider et de soutenir sa famille, c'est super, mais là la question c'est plus la réaction de la famille finalement. Ouais, c'est vrai que mais après bon c'est peut-être sa version, peut-être que je sais pas, tu vois, il faut toujours se méfier. C'est vrai que c'est une seule version de l'histoire. Par exemple, la petite fille de 6 ans tout à l'heure, on n'a pas sa version, parce que c'est très différent. Faudrait lui demander. Donc, mais attends la suite. Et je pense que cette personne a fait des erreurs aussi, on va voir. J'ai aussi fait l'erreur de les emmener dans des restaurants chics ou en vacances de luxe. Maintenant, ils pensent que c'est notre quotidien. Alors qu'en réalité, quand on est seul, on dort dans des hôtels 2 étoiles et on prend des trains pas chers. Mais pour eux, je voulais faire plaisir, alors je sortais le grand jeu. Peut-être qu'elle voulait aussi les impressionner un petit peu, c'est normal. Hein. Ouais. Et ça s'est retourné contre elle. La dernière fois qu'on était au restaurant, on attendait le bus pour rentrer, il faisait froid et j'ai dit « Prenons un taxi, c'est moi qui paye ». Et là, mon frère a lâché. Évidemment, les bus, c'est plus assez bien pour toi, je le savais. J'ai rigolé sur le moment, mais ça m'a ouvert les yeux sur leur regard. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que je dépense pour eux. Et ensuite, ils m'en veulent quand je refuse de payer les courses de la semaine ou une paire de chaussures. À leurs yeux, je me fais plaisir et je refuse ce qui, pour eux, est une nécessité. Ouais, bah, je sais pas, moi j'ai pas trop cette relation-là avec ma soeur par exemple, et je me dis, est-ce que ça doit vite arriver la jalousie quand même entre frères et sœurs quand t'as un frère qui a une 10 fois plus et pas qu'entre frères et sœurs, en réalité. Hein. Même entre parents. Je pense même entre parents, en revanche, je pense qu'il y a un vrai truc. Quand t'as une personne qui sort un peu de la classe de revenus ou de la classe sociale dont elle est issue, même si on continue à l'aimer très fort, etc., je pense qu'il y a une forme de trahison familiale quelque part. Ils sont plus du même monde en fait. Ouais. Où ils ont la sensation de plus être du même monde. C'est vrai que si l'idée de, en plus, le mettre en avant et en parler, c'était peut-être pas l'idée la plus fine qu'il ait eue. Mais après, bon, je pense que la situation reste assez simple. C'est-à-dire, il suffit de dire non, globalement, et puis de subir le froid et de serrer la vis. Enfin, moi, je suis un tyran, donc j'aurais, tu vois, tu fais une espèce de truc crescendo où, en gros, tu réduis, il se comporte mal, tu réduis, il se comporte mal, tu réduis, il se comporte mal, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de blocus, un petit peu comme la relation chino-américaine, là, en termes de négociation commerciale, on rentre un peu dans la même logique, et ensuite, tu renégocies le contrat, et voilà, sur des basses scènes, et là, c'est reparti, quoi. Il y a beaucoup de personnes en commentaire qui ont suggéré à la personne qui témoigne de mentir, en disant... on a perdu des opportunités professionnelles, ou on s'est fait avoir sur certaines affaires. Moi, je suis pas hyper partisane de ça. C'est un peu la solution de facilité. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors moi, j'aurais, comme je t'ai dit, j'aurais serré la vis, mais parce que, bon, c'est peut-être un peu plus, je sais pas, dur que d'autres gens. Et cette personne, en fait, en premier lieu, il lui faut un budget. Elle a des objectifs, elle veut rembourser ses dettes, elle veut finir ses travaux de rénovation, etc. Ouais, mais à mon avis, non, mais si elle est dans cette situation-là, c'est qu'elle doit être très dépendante affectivement de sa famille. Enfin, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais et donc oui, elle a du mal à dire non globalement. Je pense que c'est un peu ça la difficulté. Il faut qu'elle soit stricte en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut se forcer un peu à dire non, quitte à avoir un refroidissement familial à un moment ou à un autre. De toute façon, s'ils ont besoin d'argent, ils reviendront vite vers toi. C'est terrible ce que tu dis, c'est terrible. Je sais pas, ouais, mais je pense que bon, tu vois, c'est comme dans la relation encore une fois chino-américaine. Chacun
chacun a intérêt à ce que la relation s'améliore, mais il suffit qu'elle reparte sur des bases saines. Je pense que ça ira bien et qu'il y a pas de raison non plus qu'il y ait des problèmes, mais c'est vrai que c'est question de jalousie et tout ça. Mais je pense effectivement que c'est pas irrécupérable. Enfin, c'est pas irrattrapable à ce stade. C'est une situation qui doit arriver avec pas mal de gens en réalité. Hein. Le prochain témoignage va être un peu plus light. Mes proches ne s'intéressent pas à l'investissement et ça me gonfle. Bonjour, je ne sais pas si ça vous arrive, mais si oui, comment vous gérez le delta niveau finance entre vous et les autres ? Ça fait 7 ans que j'ai réussi à dépasser le stade entre cash et épargne de précaution, et j'investis depuis 2020. Je ne suis pas Warren Buffett ni Bernard Arnault, mais j'essaie de faire mon petit bout de chemin. C'est très important. Hein. Mais c'est très bien. Non, mais ça fait une grande différence sur le long terme. Hein. Ce qui me dérange, c'est que, en dehors d'un cousin, personne dans mon entourage ne s'intéresse à la finance. Dès que le sujet sort, ça hausse les sourcils. Ma famille me sort des blagues sur le fait que je serais riche. Mes collègues sont surpris entre ma philosophie plutôt de gauche et ce domaine plutôt droitier. Mon épouse me fait de plus en plus de réflexions également, mais en parallèle, refuse d'écouter des explications sur le pourquoi et le comment. Bref. Comment gérez-vous la méconnaissance des finances personnelles de vos proches ? Ce qui m'amuse, c'est le côté, oui, mes collègues de gauche sont surpris entre la dichotomie entre mes positions morales et le fait que j'investisse. Pour moi, ça c'est vraiment le drame un peu de la société, c'est-à-dire, c'est tellement important d'investir, c'est tellement capital dans la construction de ton patrimoine que je veux dire... Mais surtout aujourd'hui, c'est fou, hein. Que tu sois de gauche ou de droite, il y a un principe de réalité qui fait qu'aujourd'hui, c'est investi. Si tu veux t'acheter une maison, typiquement, si tu ne... Enfin voilà, à ce moment-là, si tu veux être de gauche, tu vas devoir être locataire toute ta vie, vivre toute ta vie dans une relative précarité. C'est quoi le but, tu vois, ça n'a aucun sens. Bon, après, le fait que les gens s'intéressent pas à la finance globalement en France, c'est normal. Hein, je veux dire. Je suis pas choquée. Je suis pas choqué non plus. Moi, sur mon public, j'ai 99% de mecs, donc je suis pas surpris que sa femme ou sa mère ou ses cousines s'intéressent peu à l'investissement. Mais c'est dommage d'ailleurs. Hein. Mais apparemment, c'est vraiment tout son entourage, hein. C'est pas juste son entourage féminin. Après, moi, j'ai moins ce problème parce qu'au contraire, j'ai ce problème avec mon père, c'est que on n'a pas d'autre sujet de conversation que la finance. Donc ça, c'est le côté inverse. Mais c'est vrai que parfois en famille, t'as le côté où moi, j'aime pas les gens qui ont pas de sujet de conversation, tu vois. Mais lui, s'il en a qu'un, par contre, c'est vrai que s'il en a qu'un, et parfois t'as des gens, t'as envie de leur parler de trucs et ils parlent que de... Ils n'ont pas de conversation, ça c'est toujours un peu embêtant. Mais le fait de pas être intéressé par la finance, ça oui malheureusement c'est un peu le drame. Hein. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent, tu peux aller sur des forums, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, par exemple celle-là, qui te parleront de finance. Il y a quand même du contenu autour de ça. Et c'est vrai que c'est pas le sujet le plus à la mode. Après ça arrive, non ? J'ai l'impression que plus en plus de gens en parlent quand même, ça se développe un peu. Donc ça c'est peut-être la chance qu'il aura, peut-être que ses enfants s'intéresseront à la finance. Peut-être qu'il pourra faire en sorte que ses enfants, s'il en a, s'intéressent à ce sujet. Mais en soi, ça reste un sujet comme un autre. Enfin, si son public est pas intéressé, faut changer de sujet. Après, c'est vrai que c'est étonnant qu'il ait pas quand même quelques copains qui s'intéressent un peu au sujet quand même. Je veux dire, je dois bien avoir quelques copains qui investissent un peu de près ou de loin, non ? Moi, je pense qu'il peut susciter un intérêt de manière détournée, par exemple, en partageant des sources. En général, quand ça vient de l'extérieur, tu vois, par exemple, je sais pas, des podcasts qu'il trouve sympas, des newsletters, des trucs comme ça. Ouais. Et peut-être qu'il peut susciter un intérêt. Après, ça prend pas. Et si ça prend pas, tant pis, il faut passer à autre chose, quoi. C'est dommage. Est-ce que toi, t'as un sujet de conversation que t'adores, mais personne ne veut pas en parler avec toi ? Personne, non. Forcément, j'ai des sujets de conversation qui vont plus intéresser certaines personnes que d'autres. Mais tu t'adaptes, enfin, c'est la vie en société, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut être frustrant quand tu sais l'importance d'investir. Mais il y a plein de trucs qui sont hyper importants. Genre, je dis n'importe quoi. C'est hyper important de faire du sport pour être en bonne santé. Est-ce que tu vas aller harceler tes proches pour leur parler de sport s'ils ne sont pas intéressés ? Non. Mais en général, je pense en vrai, plein de mecs ont des passions qui peuvent pas beaucoup partager avec d'autres gens. Typiquement des jeux vidéo ou des trucs avec lesquels t'as que des mecs qui jouent. Tu vas pas parler de ça à ta mère ou à ton... S'ils sont pas intéressés, non. Voilà, malheureusement, c'est un peu le drame. Donc, faut passer à autre chose. Ça, c'est commun, ouais. C'est étonnant c'est étonnant que ça le travaille au point qu'il en fasse un topic. Je pense qu'il faut dédramatiser. C'est peut-être un peu le maître. Peut-être aussi qu'il est un peu trop, qu'il en parle trop, tu vois. Il y a aussi un côté où peut-être il force un peu et du coup les gens se foutent un peu de sa gueule parce que je sais pas, le fait que ça lui pèse à ce point, il faut pas faire une fixette dessus, je pense. Et maintenant, on va passer au drame de cet épisode. J'ai 35 ans et mes parents gèrent mes finances pour moi. J'ai un PEA et une assurance vie qui tous deux combinés représentent une belle somme. Mes parents gèrent tout. Ils ont une procuration et le mot de passe de mon compte en ligne. Mes parents ne sont cependant pas vraiment normaux. Ce sont des pervers narcissiques qui ont tout fait pour que je n'apprenne pas à gérer mon argent seul, afin que je reste dépendant d'eux. Tu rigoles, mais c'est absolument pas drôle, hein. Je comprends pas l'expression de pervers narcissique dans ce contexte, c'est-à-dire parce que c'est un truc dont tu parles en couple, mais là... Attends la suite. Tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Ils ont tout fait pour que je n'apprenne pas à gérer mon argent seul, afin que je reste dépendant d'eux. Voici ce qu'ils m'ont mis dans la tête depuis mon plus jeune âge. Gérer ses finances est une tâche insurmontable et impossible. Surtout pour toi,
qui seraient incapables de t'en occuper. Là, on n'est pas loin quand même. La seule personne capable de les gérer correctement, c'est nous. Si tu nous enlèves ce contrôle sur tes finances, tu perdras tout. Si tu t'adresses à un professionnel pour qu'il te conseille, il te donnera des conseils qui serviront ses intérêts et pas les tiens, et tu perdras tout en un an. Le seul problème, alors c'est pas le seul problème parce que là j'en vois déjà plein, ils ont récemment volé 15 000 € sur mes comptes. Je ne leur fais donc plus confiance. La première question qui me vient, c'est comment est-ce qu'ils ont obtenu la procuration? C'est-à-dire, il leur a donné la procuration? C'est que ça marche comment cette sorte de procuration? Normalement, t'as une procuration quand t'es sous tutelle ou un truc comme ça, là. Donc, quelle est C'est vrai que c'est pas précisé et je suis même pas sûre que tu puisses avoir réellement une procuration pour une assurance vie ou un PEA. Peut-être qu'effectivement cette personne, soit il est sous tutelle ou sous curatelle, soit il a mal compris et ses parents ont juste accès avec les mots de passe, les identifiants, etc. à tous ses comptes. Je pense que c'est plutôt ça. Mais je pense que tu peux donner une procuration, mais il faut qu'il la donne très volontairement, et donc il peut la révoquer quand il veut, quoi. S'il a donné une procuration, je pense qu'il l'a fait volontairement, puisqu'ils lui ont mis toutes ces choses en tête en lui disant c'est pour ton bien. Ouais. Et manifestement, la seule chose qu'il a alerté, c'est quand ils ont volé cet argent. Ils considèrent que mon argent ne m'appartient pas et me disent régulièrement c'est pas ton argent, c'est l'argent de la famille. Ah bah c'est pratique ça. Je ne parlerai pas de l'aspect psychologique de la décision de prendre mes finances en main après une vie de maltraitance et de torture psychologique. Bon. Par contre, j'aimerais avoir des conseils d'un point de vue financier. Évidemment, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il raconte n'importe quoi globalement sur le fait qu'il va perdre tout en un an ou que c'est insurmontable. Donc tout ça, c'est évidemment complètement faux. N'importe qui peut gérer très bien et a priori, les performances qu'ont fait ses parents doivent pas être pharaoniques. Hein. Je pense pas que les mecs aient fait 30% par an depuis 10 ans. Et puis tout s'apprend. Depuis tout s'apprend et puis franchement la finance c'est pas ce qui est le plus compliqué et puis aujourd'hui en ligne tu ouvres des assurances vie n'importe où, des choses comme ça, ça n'a aucune difficulté, évidemment que tu vas pas tout perdre en un an et si tu perds tout en un an tu peux porter plainte, c'est une faute grave, c'est évidemment inimaginable. Après évidemment on se pose la question de la situation familiale parce que comment est-ce qu'un mec de 35 ans se retrouve à ce point dépendant de ses parents, est-ce qu'il a des problèmes médicaux, je vois pas comment est-ce qu'un mec entre guillemets classique va être dans cette situation. Là, on n'est pas dans une situation classique, on est clairement dans une situation où il y a manipulation, emprise. Donc, il nous parle ni de tutelle ni de curatelle, donc je pense qu'on peut partir du principe que, ce qui serait quand même une information importante, hein, que c'est pas le cas. Je pense que ses parents ont juste accès, en fait, à tous ses comptes. À ce moment-là, l'argent, c'est quoi la provenance de l'argent? Mais je pense qu'il travaille. Il a 35 ans, il doit avoir des revenus, ça doit être son épargne. Ouais, mais évidemment, c'est une épargne importante, tu vois, pour que le mec prenne 15 000 €, que ce soit pas toute l'épargne ou qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de levée de bouclier particulière, il doit quand même avoir un bon patrimoine. Il doit y avoir une partie de patrimoine qui vient de ses parents et une partie issue de ses propres je sais pas exactement, mais il faut qu'il bloque l'accès à ses parents, en fait. C'est la première chose à faire. La solution évidente, c'est de retirer la procuration. Et comme dans toute situation toxique, il ne faut rien dire avant de passer à l'action. Donc il dit rien, et il change tous ses mots de passe, il contacte la banque en disant je ne veux plus que personne d'autre que moi ait accès à mes comptes. Ouais. Peut-être même qu'il devrait changer complètement de banque. Non, mais il faut aller voir son banquier, lui dire écoutez, je veux que vous retirez l'accès à mes parents. Il faut pas que le banquier soit proche des parents ou quoi. Et le banquier est pas proche des parents, donc puis au pire il change de banquier, ouais. Ouais, c'est ça, il change. Et ouais, c'est une situation assez délicate, mais je pense que c'est même pas une situation financière, c'est une situation familiale là pour le coup. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que ses parents se liguent comme ça contre lui pour lui voler de l'argent? Pour après se porter plainte. Hein. Ah mais je pense qu'il peut complètement porter plainte, c'est du vol. Ouais. Même fiscalement, je sais même pas si t'as le droit de te verser comme ça 15 000 balles du compte de ton fils, je veux dire, d'un coup comme ça. Ouais, comment il justifie ça? Peut-être qu'il pensait le remettre. Ils ont eu un besoin, ils pensaient remettre l'argent, je sais pas, mais dans tous les cas, il faut absolument qu'ils sortent de sa vie financière, peut-être même de sa vie tout court. Je sais pas s'il est marié ou pas, ça me paraît quand même... Ouais, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Écoute, c'est assez compliqué, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'en pense que, parce que je disais, il y a des mesures d'urgence à prendre, couper tout accès, ses comptes... et courant et d'épargne et d'investissement. Et ensuite, il y a un apprentissage à faire au niveau des finances perso, mais qui est absolument pas impossible. C'est compliqué, franchement, je veux dire... Et c'est même indispensable, parce que je pense qu'il faut qu'il reprenne confiance en lui, en fait. Ouais. Non, franchement, ça, je pense pas que ce soit le plus compliqué. Même, là, dans la situation, entre guillemets, de précarité informative, si je puis dire, dans laquelle il est, à la limite, il peut confier son argent à quelqu'un, c'est pas la mort, le temps de comprendre ce qu'il fait, donc il confie son argent à son banquier, il verra bien que tout va pas disparaître pendant 1 ou 2 ans, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, ensuite il prendra les choses en main. Et voilà, sinon par ça, je pense que le problème est surtout familial et évidemment ce bruit avec ses parents c'est pas anodin, peut-être d'autant plus pour lui, donc voilà, il faut être un peu malin à ce niveau-là et dire
Le faire peut-être avec tact aussi quand même, je sais pas. Et voilà, une situation difficile, hein. Je sais pas trop quoi dire. Bon voilà, la vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire quel type de sujet vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois et avec quels invités. Merci à tous, à une prochaine fois, bye bye. Et abonnez-vous, à la prochaine.